Barocco Podcast. Il était une fois la littérature. Incursion en faillerie avec les pionniers et pionnières du genre. Normalement, j'aurais dû être en compagnie de beaucoup d'entre vous aux Imaginales à Épinal, qui est un festival des littératures de l'imaginaire. Malheureusement, pour les raisons que nous connaissons bien dues au Covid-19, le festival ne peut pas avoir lieu cette année. J'avais prévu cet épisode dédié aux primo-auteuristes de fantasy depuis décembre 2019 et souhaitais le sortir durant ce festival qui est si cher à mon cœur. Qu'à cela ne tienne, le mois de mai reste le mois de la fantasy et bon nombre de challenges et autres clubs de lecture sont dédiés à ce genre durant le mois de mai. Pour apporter ma pierre à l'édifice, j'ai décidé de maintenir cet épisode. J'espère qu'il vous intéressera et que vous seriez curieux de découvrir les écrits de William Morris, Hope Mirrlees et bien d'autres. « 1954. C'est la date à laquelle paraît Le Seigneur des Anneaux de J.R.R. Tolkien. Il faudra attendre presque 20 ans, 1972, pour que celui-ci soit traduit en français. Je ne vous apprends rien en vous disant que Le Seigneur des Anneaux est un véritable phénomène littéraire qui a fait de Tolkien le père fondateur de la fantasy moderne. Et je tiens à cet adjectif de moderne parce que Tolkien n'est pas le premier à écrire et à publier des romans de fantasy. Telle une jeune héroïne, je suis partie à la découverte de celles ayant été publiées avant Tolkien, ayant même inspiré parfois l'éminent professeur d'Oxford. Je vous présente par ordre chronologique le vaste corpus de cet épisode. Tout d'abord, il y a La Princesse légère, écrit par George MacDonald en 1864. La source au bout du monde de William Morris en 1896. Les Centaures de André Lichtenberger en 1904, Le Serpent Ouroboros par Eric Rucker Edison, publié en 1922, La Fille du Roi des Elfes de Lord Dunsany, publié en 1924, Lune en brume en 1926, écrit par Hope Mirrlees, et Les Dieux verts de Nathalie Endberg, publié lui en 1961. Avec ce large panel d'auteurs et d'autrices, on va parcourir ensemble la deuxième partie du 19e siècle jusqu'à quasiment 100 ans plus tard, la deuxième partie du 20e siècle. Il était une fois la fantasy. Lorsqu'on parle de fantasy, on parle d'une littérature ayant un lien fort avec l'imaginaire, avec un ailleurs rêvé, plus grand. Si le genre n'a été défini qu'au cours des années 60 aux États-Unis, puis 10 ans plus tard en France, la fantasy existe depuis, je vous le disais, la deuxième partie du 19e siècle. Mais comme tout genre, la fantasy a une histoire et des ancêtres. Elle est l'héritière des mythes, contes et légendes. Tous trois ont des origines orales et sont éminemment populaires, et elles appartiennent à ce qu'on nomme le folklore. Définissons le mythe. Les mythes, ce sont des récits sacrés, fondateurs, parfois étiologiques. C'est lorsqu'un mythe cherche à expliquer un phénomène naturel. Si par exemple on prend le phénomène de la vie et de la mort, dans la mythologie gréco-romaine, on a les trois sœurs que sont les Parques ou les Moires qui tissaient, filaient la vie, la destinée des hommes. On retrouve cette dimension sacrée dans certains textes de fantasy. Dans le corpus proposé, par exemple, je pense au roman Les Dieux verts de Nathalie Endberg, qui nous parle d'un monde post-apocalyptique où l'humanité est une espèce en danger et où règnent à présent des insectes et des plantes. Il existe aussi aujourd'hui un sous-genre qu'on appelle le myth fantasy, qui regroupe les œuvres qui sont des réécritures des récits mythologiques. Par exemple, Circé ou Le Chant d'Achille de Madeline Miller font partie de cette catégorie. À présent, définissons ce qu'est la légende. La légende, c'est assez proche du mythe. Les légendes, elles rapportent les exploits de tel ou tel héros. On parle de la légende arthurienne ou la matière de Bretagne pour regrouper les récits du roi Arthur et de ses chevaliers de la table ronde. C'est une matière qui est très répandue au Moyen-Âge, notamment avec les romans de Chrétien de Troyes. De nombreux auteuristes ont tenté l'exercice de style qu'est de s'approprier cette matière légendaire. Je pense notamment à Mark Twain avec son Un Yankee à la cour du roi Arthur,
pour les anglophones, et du côté français, je peux vous citer L'Enchanteur de René Barjavel. Dans les romans sélectionnés, il n'y a pas de réécriture arthurienne à proprement parler, bien que Rodolphe, le jeune protagoniste de La Source au bout du monde de Maurice, emprunte beaucoup au chevalier arthurien. À présent, définissons le conte. Le conte, à la différence du mythe ou de la légende, ne se définit pas comme étant un récit véridique, comme ayant une résonance lointaine avec la réalité. On se trouve dans le conte au cœur de l'imaginaire, du merveilleux. Il suit ses propres codes narratifs, il propose une histoire divertissante ou non, avec un but moral la plupart du temps. À nouveau, il existe un sous-genre de la fantasy qui lui est dédié, le fairy tale fantasy. Les auteurices réinterprètent ces textes merveilleux. Et en France, il existe même depuis quelques années une maison d'édition dédiée aux réécritures de contes, Magic Mirror. Si vous voulez en savoir plus à ce sujet, je vous invite à vous rendre sur la chaîne Il était une fois Perce-Neige où j'interroge Sandy Ruperti, la créatrice de cette maison d'édition. Un des pères fondateurs de la fantasy, George MacDonald, écrira des contes comme La Princesse Légère, qui est dans notre corpus, ou encore La Princesse et le Gobelin. Maintenant que je vous ai présenté les fameux ancêtres de la fantasy, nous allons pouvoir nous intéresser à la naissance du genre. C'est dans la belle Angleterre victorienne que va voir le jour la fantasy. Ce pays ainsi que cette époque, environ la deuxième moitié du 19e siècle, je vous le rappelle, s'avère être un terreau fertile. De par tout d'abord la tradition de la littérature fantastique gothique qui existe depuis la fin du XVIIIe siècle en Angleterre. On pense à des auteurs comme Anne Radcliffe ou Mary Shelley et encore bien d'autres. D'autre part, il y a aussi le mouvement romantique anglais qui emprunte énormément au folklore de la Grande-Bretagne. C'est ce qu'on a appelé le Celtic Revival. Il y a un poète du nom de James Macpherson qui va écrire un recueil qui s'appelle The Works of Ossian. Ce recueil est publié en 1765 et James Macpherson va présenter ses poèmes comme étant une traduction d'un barde celtique, sauf qu'en fait, il aura tout inventé lui-même. On a aussi un goût prononcé pour le Moyen-Âge dans l'Angleterre victorienne, avec des auteurs comme Walter Scott qui est le père du roman historique anglais, notamment avec son Ivanhoe. Mais on observe aussi en Angleterre, au fur et à mesure des années, la perte de puissance des religions et de certaines idéologies, auxquelles on va opposer la pensée du progrès. Le mouvement littéraire principal dans ces années-là, ça va être le réalisme, qui est représenté par des auteurs extrêmement connus comme Dickens, Thackeray, Thomas Hardy, D.H. Lawrence. Dans leurs romans, ces auteurs s'attardent à dépeindre une réalité pure, voire même crue. Mais il existe aussi, en Angleterre, des courants qui résistent à cette modernité, à la destruction des paysages au profit de l'industrialisation. Ces courants, ils prônent une forme d'enchantement, d'irrationalité magique. Rappelons que Sir Conan Doyle, le papa de Sherlock Holmes, croyait et défendait l'existence des fées. On souhaite un retour à l'émerveillement. Et pour cela, on va faire revenir les fées au cœur de la littérature. C'est ce que va faire par exemple Andrew Lang avec les Fairy Books, qui sont des livres regroupant des contes, un peu à la manière des frères Grimm en Allemagne. Mais il y a un mouvement artistique qui est lié par bien des aspects à la naissance de la fantasy. C'est le mouvement pictural des pré-raphaélites. Je ne peux pas rentrer dans les détails de ce mouvement au risque que cet épisode fasse 1 heure, mais si je résume, condense, les informations qu'il faut connaître pour saisir en quoi la confrérie pré-raphaélite est importante dans la naissance de la fantasy, c'est premièrement l'attrait pour le Moyen-Âge, la nature et le folklore, et ensuite l'envie de rompre avec des codes académiques et la respectabilité victorienne, si je peux dire. Et William Morris, auteur, je le rappelle, de La Source au bout du monde, qui fait partie de ce corpus, faisait aussi partie de ces artistes du mouvement pré-raphaélite, et il est même le précurseur de l'art and craft, qui est plus ou moins semblable à notre art nouveau français. C'est donc dans ce contexte et avec tous ces éléments qu'apparaît la fantasy.
Mais comme beaucoup de genres ou de mouvements littéraires, c'est bien plus tard qu'elle va être définie, qu'on va nommer cette littérature, qu'on va regrouper des œuvres sous une même étiquette. Je vous le disais plus haut, il faudra attendre les années 60, suite au succès aux États-Unis du Seigneur des Anneaux, pour comprendre l'ampleur de ce phénomène éditorial, et pour donner un nom au genre. Et l'histoire de l'édition française de fantasy est à elle seule toute une épopée dont nous parlerons rapidement à la fin de cet épisode. Que peut-on trouver dans un roman de fantasy ? De la magie, me direz-vous. Des créatures folkloriques, de l'aventure, le passage de notre monde à un monde merveilleux, des personnages attachés aux valeurs chevaleresques, une simple réactualisation de nos contes et légendes d'antan, non aussi ? Un genre qui est dédié aux enfants. Eh bien non. La fantasy est une littérature véritablement exigeante et c'est ce que nous allons découvrir ensemble à travers ces pionniers et pionnières de la fantasy. Tolkien disait dans sa conférence son essai du conte de fées, la conférence date de 1939 et la publication en essai date de 1947, la fantasy est une activité humaine naturelle. Elle ne détruit certainement pas la raison non plus qu'elle ne l'insulte. Elle n'émousse pas non plus l'appétit ni l'obscurcit la perception de la vérité scientifique. Au contraire, plus la raison est aiguë et claire, meilleure la fantaisie qu'elle créera. La fantaisie, ce genre aux multiples frontières. On confond souvent fantastique, science-fiction et fantasy. Je vous lis le début de l'introduction de l'ouvrage Panorama illustré de la fantaisie et du merveilleux que je vous recommande, reparu récemment chez Helios sous la direction de André-François Ruot, il y a une quinzaine d'années, lorsqu'est né le projet d'écrire et d'éditer le Panorama illustré de la fantaisie et du merveilleux, premier ouvrage encyclopédique de langue française, consacré à un domaine des littératures de l'imaginaire, souffrant à cette époque d'un manque de considération, il nous est apparu nécessaire et même impérieux en amont de toute exploration historique du genre, de circonscrire le territoire d'exercice spécifique de la fantaisie. Bien que ces frontières soient poreuses, il m'apparaît important de distinguer ces trois genres, qui bien que très proches et parfois hybrides dans certaines œuvres, sont tout de même extrêmement différents. Pour cela, je vais vous citer les entrées dans le dictionnaire de la fantasy dirigé par Anne Besson. Définition du fantastique. Souvent confondu avec la fantasy, le fantastique est un genre littéraire plus ancien qui appartient également aux littératures non mimétiques, dites littérature de l'imaginaire. Il se caractérise par l'intrusion d'éléments surnaturels dans notre monde, monstres, démons, revenants, etc., sans que cette manifestation soit clairement identifiable. Il en découle une hésitation entre surnaturel et naturel, possible et impossible, qui le distingue de la fantasy, pour laquelle la manifestation surnaturelle fait partie des lois du monde et en devient donc normale et naturelle. Là où la fantasy construit d'autres réalités, le fantastique bouscule le réel, l'interroge, le déséquilibre. Si je devais vous donner un exemple de nouvelle fantastique, ce serait La Morte amoureuse de Théophile Gautier. La science-fiction. À première vue, il semblerait que science-fiction et fantasy n'aient que peu de rapport. La première contient le mot science, et la science moderne, telle que nous la concevons, n'apparaît qu'avec les premiers expérimentateurs de la fin du XVIIIe siècle, alors que la seconde emprunte son naturel magique aux mythes et au folklore. La fantaisie classique contemporaine est centrée sur la magie, les dragons, les elfes et autres trolls, avec des mondes aux créatures monstrueuses, aux jungles exubérantes ou aux étendues désertiques immenses sans guère de rapport avec le nôtre. Tolkien, avec Le Seigneur des Anneaux notamment, a façonné cette image. Pour vous donner un exemple de roman ou nouvelle appartenant à la SF, à la science-fiction, il y a tout ce qu'a écrit quasiment Isaac Asimov. Mais ces genres sont bien sûr extrêmement poreux, comme nous le disions. Et à titre personnel, je trouve, par exemple, dans ce corpus, que Les Dieux Verts de Nathalie Henneberg tient plus de la science-fiction que de la fantasy à proprement parler, parce qu'on y retrouve une civilisation qui est en perdition dans un monde futuriste où toute la technologie a été perdue. Mais si on veut vraiment
tout sous-catégorisé, en fait, Les Dieux Verts appartient à un sous-genre de la fantasy qui s'appelle la science fantasy. Il n'existe pas de terme français pour désigner le merveilleux comme genre littéraire à proprement parler. Donc en France, on a repris le terme anglais de fantasy. Il y a pléthore de sous-genres de fantasy. L'urban fantasy, la dark fantasy, l'heroic fantasy, etc., etc. La fantasy, le lien entre le texte et l'illustration. De par l'époque dans laquelle la fantasy a vu le jour, mais aussi de par son lien étroit avec le pré-raphaélisme, la fantasy va être très vite liée à l'illustration. Des illustrateurs comme Arthur Rackham, Kay Nielsen ou encore Victor Prouvé sont attachés à la fantasy. Peut-être faut-il chercher du côté de l'étymologie. En effet, entre image et imaginaire, imagination, il n'y a qu'un pas. Si on se fie toujours au dictionnaire de la fantasy, à l'entrée illustration, il est dit: dès la fin du XIXe siècle, William Morris et Walter Crane, membres du mouvement des Art and Crafts, réunis autour de la maison d'édition Kelmscott Press, fondée en 1891, théorisent l'usage des images dans la fantasy naissante. Socialistes convaincus, les deux hommes pensent que l'illustration rend les textes plus accessibles aux masses et qu'elle met à la portée de tous la beauté permettant de s'échapper du morne quotidien moderne et de rêver à d'autres mondes, comme l'explique William Morris dans son texte The Ideal Book, paru en 1893. Le livre illustré n'est sans doute pas nécessaire à la vie d'un homme, mais il donne tant de plaisir, et il est si intimement lié avec cette autre forme d'art absolument nécessaire, elle, de la littérature de l'imaginaire, qu'il reste un des objets de valeur que les hommes raisonnables se doivent de produire. Je tiens à signaler que la maison d'édition Calidor, ayant pour ligne éditoriale de publier ou republier des pionniers et pionnières de la fantasy, propose des ouvrages illustrés pour la plupart. Je vous le disais juste avant, Les Centaures bénéficient des illustrations de Victor Prouvé, un artiste qui est très cher à mon cœur puisque je suis nancéenne d'adoption. Dans Les Dieux Verts de Nathalie Endberg, on trouve les illustrations de Ludovic Robin, celles d'Émilie C. Martin ou Martine pour les 2 volumes du Serpent Ouroboros, et il y a aussi celle de Hugo de Faucompré dans Ludembrume. Si vous êtes intéressé par tout ce qui touche à l'illustration, je vous invite à aller voir la merveilleuse vidéo qu'a publiée l'Olifant sur sa chaîne il y a peu de temps, que je vous référencerai, qui décrit extrêmement bien les premiers illustrateurs de fantasy et d'autres ouvrages, tous ces grands illustrateurs qui ont vu le jour dans la deuxième moitié du XIXe siècle. À présent, voyons quelles sont les grandes thématiques de fantasy dessinées par ces primo-auteuristes du genre. Premièrement, les échos du ou des folklores. Que ce soit le folklore anglais ou nordique ou bien encore gréco-romain, la fantasy fait preuve de syncrétisme en mélangeant parfois toutes ses inspirations. On pense bien sûr à Tolkien qui avait une véritable fascination pour les mythologies nordiques, mais avant Tolkien, il y avait William Morris qui a traduit en anglais la Volsung saga, mais aussi l'Énéide et l'Odyssée, qui, elles, sont des œuvres appartenant à la mythologie gréco-romaine. Combien de fois peut-on entendre « la fantasy c'est toujours pareil, des hommes, des elfes et des nains ». Cela tient au folklore utilisé bien sûr, mais je vous invite, amatrices de fantasy ou non, à vous pencher sur les Centaures d'André Lichtenberger, où l'auteur prend pour protagoniste Cadilda, fille du chef du peuple des Centaures, peuple vivant en symbiose avec les faunes et tritons sirènes jusqu'à l'avènement des hommes. Cadilda, la blanche, la centauresse aux yeux de gazelle. Elle est si belle, Cadilda la blonde, Cadilda la blanche, Cadilda la vierge. À sa grâce triomphante, qui serait insensible? Clévorac lui-même sent l'orgueil gonfler son cœur quand ses yeux se fixent sur la dernière née de son sang. Si loin que remonte la mémoire des vieux, nul ne se rappelle ce prodige. Une centauresse blanche depuis le haut du front jusqu'à l'extrémité des mains, des 4 pieds et de la queue. Si fine est la peau du visage, du torse mince et des bras, que le sang y affleure, met une teinte rose aux joues, à la pointe rigide des jeunes seins dardés, au creux des mains trop tendres qui se déchirent aux ronciers et aux houls épineux.
Quand Adilda caracole dans la plaine, sa chevelure blonde ondoyant autour d'elle, on dirait un flocon d'écume envolé des flots. De toute la tribu, il n'en est point qui, d'une détente plus légère, franchissent les troncs d'arbres abattus ou les buissons importuns. Et de même chez Nathalie Henneberg, point de nains, mais des insectes et des plantes, comme je vous le disais, qui ont quasiment réduit l'humanité en esclavage. Les dieux verts, chapitre 1er. La vie avait vaincu. Sur la Terre, c'était l'an 2000 de l'ère cosmique et la nuit d'émeraude. Le grand cataclysme qui l'avait ravagé se perdait dans un passé immémorial. Quelques livres sacrés, gravés dans le jade et l'onyx et fixés aux autels par des chaînes d'oricalque, disaient que la mort était venue des étoiles. Un jour, le champ magnétique du globe se déplaça, l'écorce terrestre éclata et le relief subit des modifications profondes. Les océans débordèrent, submergeant les continents. Une pluie de météorites pava de gemmes et de feu les montagnes. 2 lunes inattendues, l'une bleue, l'autre verte, se levèrent à l'horizon. À noter que ces 2 romans sont écrits par des auteurisses francophones. Même si Nathalie Henneberg est née en Géorgie, elle écrit et publie en français. On peut imaginer que si l'édition française ne s'était pas penchée, n'avait pas redécouvert si tard les textes du genre, le visage de la fantasy aurait pu être tout autre et certainement pas parsemé d'elfes et de nains à toutes les sauces. Du côté des autoristes britanniques de ce corpus, c'est bien sûr la matière anglaise qui est utilisée. Il y a des échos celtiques qui sont présents chez Lord Dunsany avec la fille du roi des elfes, où un jeune prince va partir en quête de, comme le dit le titre, la princesse des elfes. Bien que déclinante, la lumière dissipée par les hautes fenêtres dévoila les yeux âgés que le vieux roi fixait sur un avenir situé bien au-delà de son existence. Et assis là, il donna ses ordres à son fils. « Pars, avant que ma vie ne s'achève, dit-il. Il faudra te hâter. Suis la direction de l'Orient et traverse nos contrées familières jusqu'à ce que tu vois les terres qui appartiennent aux fées. Franchis leurs frontières crépusculaires et rends-toi dans ce palais dont ne parlent que les chansons. »« C'est loin d'ici » fit remarquer le jeune Albéric. « Oui, c'est loin. Et le retour sera plus long, car dans ces contrées les distances ne sont pas les mêmes qu'ici, » reprit le jeune homme. « Cela n'a aucune importance. Que veux-tu que je fasse quand j'atteindrai ce palais ? » ?»« Que tu épouses la fille du roi des elfes, » répondit son père. Et certains personnages de Ludembrume de Hope Mirrlees sont eux aussi incrustés dans le folklore anglais de par leur nom. Le duc Aubrey peut faire penser au roi Oberon par la proximité phonétique de leur nom, le roi Oberon qui est le roi des elfes, des fées dans le songe d'une nuit d'été de Shakespeare. Deuxième thématique, les religions et croyances. De par l'influence majeure du Moyen-Âge, on imagine difficilement une fantasy où la religion n'a pas une part importante. D'ailleurs, George MacDonald, qui a écrit La princesse légère, était un pasteur presbytérien. Il utilise ces textes comme des paraboles ayant pour objectif d'explorer la condition humaine. La princesse légère est une réinterprétation de La Belle au bois dormant de Perrault. La jeune princesse, ici, est vouée à flotter continuellement dans les airs, jusqu'au jour où elle rencontre son prince charmant, lui apportant alors la profondeur de caractère dont elle avait besoin pour redescendre sur terre. Le prince et la princesse vécurent dans le bonheur. Ils avaient des couronnes d'or et ils eurent aussi de nombreux enfants, garçons et filles, dont aucun, même dans les circonstances les plus critiques, ne perdit jamais un atome de sa gravité. Je me permets de rajouter que MacDonald disait lui-même, comme un très fameux auteur-aviateur français, qu'il n'écrivait pas spécifiquement pour les enfants, mais pour celles ayant gardé leur âme d'enfant. Même si la religion n'est pas le cœur du récit, les auteurisses utilisent souvent des motifs religieux, comme Nathalie Henneberg avec ses puissants dieux insectes. Dans la chaleur de serre qui s'était installée sur le globe, à la faveur des nuées cosmiques, tout autre avait été le cas des plantes. L'explosion simultanée de tous les dépôts d'hormones végétales fut sans doute la cause première de leur folle prolifération. Le sol immergé se couvrit de forêts, elles dévorèrent les campagnes et les villes et cernèrent les voies d'eau. Des jungles de fougères, des murs vivants de cryptogames envahirent les continents. Toutefois, l'espèce progressive chez les végétaux se limita vite aux cactées et à quelques orchidacées. Cultivées surtout dans les cités et se mouvant difficilement, ces dernières avaient des alliés dans chaque taillis.
Elle se rendait indispensable aux espèces sur lesquelles leur masse proliférait. Il se révéla que ces conquérants internes apportaient d'un long passé contemplatif d'étranges richesses, 7 ou 8 sens supplémentaires, une prévision mathématique de l'avenir et la puissance certaine d'hypnose. Et au-delà de la religion à proprement parler, on peut noter la place des croyances, de la superstition dans ces récits. Située au cœur du Dorimar, la petite ville de Ludembrume est une cité prospère. 200 ans avant que ne commence le récit, les habitants et habitantes ont mis fin au règne de la magie et de la fantaisie en bannissant le libertin et bossu duc Aubray. Pourtant, le trafic des fruits féeriques, qui ne sont autre chose que des drogues, persiste. Cela porte même malheur de prononcer leur nom. La musique a elle aussi un lien très fort avec la féerie, et le maire de Ludembrume, Nathaniel, est tenté par la note, celle venue d'un instrument ou d'une voix n'appartenant pas au monde des mortels. La musique va conduire à sa perte tout un pensionnat de jeunes filles. Elle agit tel un sortilège sur celles ne vivant pas en féerie. Et en ça, on retrouve certaines superstitions populaires opposant musique profane dite vulgaire qui entraînerait les jeunes filles jusqu'aux enfers par rapport aux musiques saintes et sacrées. Puis tout à coup, son corps entier se figea. Ses pupilles se dilatèrent. Son visage prit une teinte blême et il s'écria d'une voix terrifiée. « Héliante, vous entendez ?» Dans le salon, quelqu'un chantait un joli air plaintif, et si l'on écoutait plus attentivement, on pouvait en distinguer les paroles. Le médecin peut-il guérir? Le magicien voit l'avenir, sans lys, rainette ou basilic, avec un doux mûrier, un foyer embrasé, la branche d'un fraisier, de l'angélique. « Pour l'amour du ciel, Nat !» s'exclama dame Héliante d'un air moqueur. « Quel est le problème à présent ?»« Héliante, Héliante !» s'écria-t-il d'une voix rauque, la saisissant par les poignets. « Vous n'entendez donc pas ? Je n'entends qu'une vieille chanson, un tantinet vulgaire, si ce n'est ce qui vous ennuie. Je la connais depuis que je suis toute petite. C'est très aimable de la part d'Endymion la Lorgne d'endosser le rôle de nourrice et de bercer ainsi Ranulphe. » Mais tout ce que maître Nathaniel entendait, c'était la note. Il resta immobile quelques secondes, des gouttes de sueur perlant à son front. Troisième thématique, le héros. Que serait un bon roman de fantasy sans ses héros ? Josh Campbell, dans son ouvrage « Le héros aux 1000 visages », dit « Un héros s'aventure hors du monde de la vie habituelle et pénètre dans un lieu de merveilles surnaturelles. Il y affronte des forces fabuleuses et remporte une victoire décisive. Le héros revient de cette aventure mystérieuse doté du pouvoir de dispenser des bienfaits à l'homme, à son prochain. » Dans le corpus que j'ai sélectionné, je vais vous parler de 2 types de héros particuliers. On a l'archétype du jeune prince qui, à travers une quête, mais aussi grâce à l'amour, va se révéler à lui-même et ainsi pouvoir devenir un bon souverain. Au passage, ça vous rappelle pas les chevaliers médiévaux ? Le premier qu'il convient de citer, c'est Rodolphe dans La source au bout du monde de William Morris. Rodolphe est le plus jeune fils du roi des Hauts-Prés. Il part en quête d'aventure. Dame Catherine tendit le colifichet à Rodolphe et lui dit « Mon filleul, porte ceci autour de ton cou et ne laisse personne te le dérober. Je crois qu'il te sera d'un grand secours en cas de danger et t'apportera bonne fortune dans ta quête, autant que si tu avais bu l'eau tirée de la source au bout du monde. »« Quelle est donc cette eau ?» s'enquit Rodolphe, « et où puis-je en trouver ?»« Je ne le sais au juste, » répondit-elle, « mais j'ai entendu dire qu'elle soulageait la fatigue et guérissait les maux et blessures de quiconque en absorbait. Elle permettrait aussi d'obtenir l'amour de tous et peut-être même la vie éternelle. » Dans le même genre, il y a le prince Alvéric de Lord Dunsany, qui est lui aussi encore naïf et qui, grâce à son voyage, grâce à sa traversée au cœur de la forêt magique, va pouvoir revenir au bras de la fille du roi des elfes pour devenir un bon roi. En revanche, chez E.R. Edison, les protagonistes de son serpent Ouroboros ont un profil beaucoup plus ambigu. Ici, l'auteur nous décrit la querelle entre 2 peuples habitant la planète Mercure, et les héros de son récit sont appelés les démons. Ceux-ci sont peu soucieux des dommages que peut causer une guerre. Edison va même plus loin en proposant des antagonistes extrêmement sombres et complexes que sont les sorciers du roi Goricée XII.
Le roi se leva de son siège et avança vers Gros à pas lents. Il était de fort haute taille et mince comme un cormoran famélique. Posant ses mains sur les épaules de Gros et penchant son visage vers lui, « N'as-tu point peur, demanda-t-il, de te trouver avec moi en cette chambre à la fin du jour ? Ou n'y as-tu point réfléchi, ni à ces instruments que tu vois, à leur usage et à leur fin et à l'ancien emploi de cette chambre ?» Gros ne blêmit nullement, déclarant avec vaillance « Je n'ai point peur, ô messire roi, me réjouissant plutôt de votre convocation, car elle rejoint mes propres desseins quand j'ai tenu conseil dans le secret de mon cœur, après les infortunes que les Nornes ont menées à terme contre la sorcellerie aux îles Follets. Car en ce jour, ô roi, où j'ai vu la lumière de sorcellerie en éclipse et sa puissance amoindrie par la chute du roi Goricé XI, de glorieuse mémoire, j'ai songé à vous, sire, 12e Goricé, élevé à la royauté à Carcé, et j'avais présent à l'esprit le propos d'un prophète d'antan qui chantait « 10, 11 et 12, je vois en séquences diverses de puissance, mestre de l'épée, de la force et de la Goétie, en le fort de Sarcé royalement régnant. » Et me remémorant qu'il vous avait désigné, vous le 12e, pour votre puissance en sorcellerie, tout mon soin a visé à retenir ces démons à portée de vos sortilèges, jusqu'à ce que nous ayons eu le temps de rentrer en notre pays pour vous voir et vous instruire de leurs agissements, afin que vous puissiez déployer votre pouvoir et les détruire par les arts magiques avant qu'ils aient rejoint la sécurité de la démonie aux 1000 montagnes. Quatrièmement, la quête. La quête est un motif que l'on retrouve dans les plus vieux mythes de nos civilisations. Elle est un puissant ressort narratif, et la plupart du temps, celle-ci est imposée aux personnages, comme Alvéric qui part chercher sa future épouse elfique, ou on a aussi un héros, notre héros, qui part en quête dans le but de sauver le monde, comme Argo, qui est un homme dans Les Dieux Verts de Nathalie Henneberg. « Tu n'aurais pas dû partir », formula Uxmal. Et Argo, tu sais bien que c'était nécessaire. À quoi aura servi cette expédition ? À savoir où nous sommes. On nous dit que les humains ont joué avec la science, qu'ils ont provoqué les étoiles et que le monde a péri par eux, que la justice immanente punit notre espèce et qu'il n'y a nul recours. Nous ramènes-tu un espoir ? Qu'appelles-tu de ce nom ? La découverte d'un passé qui affirme la suprématie de la race humaine, la certitude que ce monde a eu plusieurs fins et revit toujours, ou celle plus précieuse que d'autres cerveaux luttent avec nous contre un esclavage avilissant ? Oui aux 2 premières questions, non à la 3e. Cinquièmement, le passage entre les mondes. Nous l'avons vu tout à l'heure, pour qu'il y ait fantasy, il faut qu'il y ait passage, ou du moins incursion, dans un autre monde. Ce monde est bien sûr celui de l'imaginaire dans lequel le personnage s'infiltre, comme dans La fille du roi des elfes. D'ailleurs, Lord Dunsany propose une magnifique description du pays de Faerie. Il m'est difficile de décrire ce pays qu'Alvéric venait d'atteindre à ceux dont l'imagination ne dépasse pas les limites de nos contrées familières. Comment pourrait-il se représenter cette plaine aux arbres disséminés et au-delà des sombres forêts, le palais des elfes qui tend ses flèches argentées vers la couronne de paisibles montagnes, aux cimes parées de couleurs dérobées à une lumière inconnue ? Pourtant, ces images féeriques sont bien la motivation de toutes nos rêveries, et si par ma faute mon lecteur échoue à visualiser les pics du pays des elfes, j'aurais mieux fait de me cantonner à nos contrées familières. Je vous ai aussi parlé tout à l'heure de Ludembrume, où on a une frontière physique qui existe entre le royaume des mortels et le royaume de Faerie. Le royaume de Faerie, c'est un royaume où le temps n'existe plus, c'est presque au-delà du royaume des créatures du folklore, c'est le royaume des morts, un petit peu comme le pays de nulle part chez Matthew Barry dans Peter Pan. Tantôt pays de cocagne, tantôt lieu redouté de toutes les perversions, comme à nouveau dans Ludembrume, ces autrices nous prouvent que l'imaginaire est un matériau sans fin, où la lectrice, à la manière du héros dont elle suit le récit, va lui elle aussi sortir changée. À noter que dans Le Serpent Ouroboros, pour amener la lectrice à s'immerger dans son univers, Edison va faire appel à un personnage qui va, plus ou moins lors d'un songe, partir sur Mercure pour assister en spectateur passif, tout comme la lectrice, à l'histoire. L'heure est venue. Aussi, Lésingham s'est-il levé et emmitouflé dans un grand manteau qui était posé sur une chaise à côté du lit. Il a annoncé « Je suis prêt, petit Martinet ».
car c'était la maison du désir du cœur. Assurément, les yeux du martinet ont dû emplir toute la pièce avec la clarté des étoiles. Lessingham est allé à la fenêtre et le petit martinet s'est perché sur son épaule. Un chariot de la couleur du halo nimbant la lune attendait près de la fenêtre, suspendu en l'air, attelé à un étrange destrier. Le temps a été avalé par la vitesse, le monde tourbillonnait, et il n'a semblé s'écouler que l'espace entre deux profondes inspirations avant que cet étrange coursier ne déployât largement ses ailes arc-en-ciel et ne descendit dans la nuit au-dessus d'une grande île qui sommeillait sur une mer endormie, avec de moindres îles autour d'elle. Une contrée de montagnes rocheuses, de pâtures sur les collines et d'eaux nombreuses, toutes scintillant au clair de lune. Ils se sont posés sous une porte couronnée de lions dorés. Lessingham est descendu du chariot, et le petit martinet noir a décrit un cercle autour de sa tête, lui indiquant une avenue d'ifs qui partait des portes. Comme en rêve, il l'a suivi. Sixièmement, un langage exigeant, propre au genre. Oui, je sais, quand on parle de langue en fantasy, on pense au Quenya, à la langue elfique de Tolkien, ou encore à d'autres langues inventées. Mais ce n'est pas de cela dont je veux vous parler. Non pas que les pionniers et pionnières de la fantasy n'avaient pas assez de culture ou d'imagination pour inventer leur propre langage. Il n'y a qu'à voir les noms de certains royaumes ou de personnages, comme la princesse Lyrazel ou le pays de Aatlan. Non. Dans cet encart, je souhaite aborder la richesse et l'exigence de la langue utilisée par ces auteurices. Oui, parce que je suis un peu fatiguée d'entendre que la fantasy n'est pas à la hauteur des grands chefs-d'œuvre classiques stylistiquement parlant. Vous avez pu l'entendre avec les quelques extraits que je vous ai lus. Dans ces romans, les auteurices ne nous prennent pas par la main. Et elles ont une réelle exigence quant aux structures de leurs phrases, à la concordance des temps, au vocabulaire. Chez Morris, Edison ou encore Lord Dunsany, on sent le souhait d'offrir une langue presque archaïque aux lectrices. Comme si les histoires qu'ils nous proposent ont besoin d'une langue riche et travaillée pour pouvoir exprimer pleinement leur portée. On a dans tous les ouvrages de ce corpus un véritable intérêt esthétique accordé au texte. Parfois le style est flamboyant ou baroque, presque suranné même. Mais c'est toujours un régal pour nous lecteurs, lectrices en quête d'une forme aussi unique que le fond. Et la place des femmes dans tout ça? Vous me connaissez, les droits et la place des femmes est un thème qui m'est très cher. Quand on voit comment elles sont traitées dans certains textes de littérature classique, on peut craindre le pire quant à leur place en fantasy. Parce que, oui, la fantasy reste un genre qui prône des valeurs viriles. Les héros sont masculins, forts, belliqueux. Alors oui, les femmes, dans quelques-uns de ces récits, ont un rôle secondaire, comme dans La fille du roi des elfes où Litzarel reste un idéal inaccessible qui a un rôle mineur et qui ne pense qu'à être belle et qui ne veut pas s'instruire une fois qu'elle est dans le royaume des mortels. La naissance de véritables héroïnes en fantasy, c'est quelque chose de très récent. Mais j'ai tout de même été agréablement surprise de voir que dans la plupart des textes dont je vous parle, les femmes ont un rôle plutôt important. Je pense notamment à la reine Atléna dans Les Dieux Verts, qui est la dernière souveraine humaine, qui emprunte beaucoup étrangement à Salammbô de Flaubert. Il y a Cadilda, la fille du chef des centaures, qui va être la première de son peuple à apprendre à pleurer, à ressentir de véritables émotions. Et chez Maurice, les femmes peuvent même prendre part à certains combats. Je ne vous en dis pas plus, mais je vous invite à vous faire votre propre avis en découvrant ces passionnants ouvrages. Avant de conclure ce long podcast sur les pionnières du genre de la fantasy, je voulais aborder un dernier point qui est la fantasy en France, une véritable quête. Vous l'avez vu dans mon corpus, j'ai seulement 2 textes qui sont écrits en français à la base, et pour les textes britanniques, ils ont été traduits en français à la toute fin des années 2010 pour la plupart. Pourquoi la fantasy a-t-elle tant tardé à être éditée comme telle en France ? Nous étions alors au milieu de la dernière décennie du XXe siècle, quand soudain les verrous sautèrent, le merveilleux déferla de nouveau à flots guerriers ou féeriques sur le territoire français. À quoi tint donc le revirement ? Ce fut une question de génération, de cela au moins l'on peut être certain. Enfant des jeux de rôle ou héritier de l'explosion de la fantasy américaine ? Forcément un peu des deux. Des jeunes gens débarquèrent en tout cas sur la scène éditoriale, fortement aidés par un autre renouvellement de génération, celui des directeurs littéraires.
C'est ainsi que les éditions Mnemos, pionnières, offrirent dans leur premier petit format une jolie poignée de nouveaux noms. David Callot, Fabrice Collin, Mathieu Gabory, Pierre Grimbert et Laurent Klotzer. Pas une école, mais bel et bien une génération qui ne tarda pas à faire parler d'elle et que quantité d'autres auteurs et d'éditeurs se mirent à rejoindre. Peut-on parler du nom de la collection Folio SF qui a en son sein des ouvrages de fantasy, comme par exemple La fille du roi des elfes. La fantasy est aussi traduite tardivement. Rappelons que la première traduction du Seigneur des Anneaux en France, elle date de 1972. Cela fait peu de temps que le monde de l'édition français a ouvert ses portes à la fantasy, et pourtant, il reste encore très difficile à la production francophone d'être reconnue sur la scène internationale, et d'autant plus difficile pour les auteurices de fantasy de ne pas être rangées du côté des marginaux, peu soigneuses du style. Cet épisode aura été long, j'en ai bien conscience, merci d'être allé jusqu'au bout, mais il a été passionnant à préparer, je sais, je dis ça à chaque fois. Mais en tant qu'amoureuse de la fantasy, j'ai aimé me plonger dans ces primo-auteurices, dans leur langue, leur imaginaire. Je voulais avant tout remercier les éditions Calidor qui m'ont gracieusement fait parvenir une partie de leur catalogue pour la préparation de cet épisode. Si le sujet vous intéresse, n'hésitez pas à vous pencher sur le panorama illustré de la fantasy et du merveilleux publié chez Helios, ainsi que le dictionnaire de la fantasy dirigé par Anne Besson. Ces deux ouvrages sont mes principales sources, et ainsi que les introductions présentes dans les romans de chez Calidor. De même, si vous voulez tenter l'aventure et passer la frontière de Faerie, je vous invite à me rejoindre sur le compte Instagram Barocco Podcast pour des lectures communes autour de ces romans durant la fin du mois de mai et le début du mois de juin. Pour conclure, je citerai tout de même Tolkien, toujours dans son essai du conte de fées. La fantaisie peut être mal faite, elle peut être employée à de mauvaises fins. Elle peut même abuser les esprits d'où elle est sortie. Mais de quelle chose humaine en ce bas monde cela n'est-il pas vrai ? Les hommes n'ont pas seulement imaginé les elfes, ils ont aussi conçu des dieux et les ont adorés, même ceux qui ont été déformés par la propre perversité de leurs auteurs. Mais les hommes ont créé de faux dieux à partir d'autres matériaux. Leurs idées, leurs bannières, leurs monnaies, même leur science et leurs théories sociales et économiques ont demandé un sacrifice humain. La fantaisie demeure un droit humain. Nous créons dans cette mesure et à notre manière dérivée, parce que nous sommes créés.